On va traiter de deux sujets à la fois de façon confondue et séparément. Le financement du château de Chambord qui fait la polémique avec un château qui refuse le bénévolat, les spectacles du Puy du Fou. Et oui, Puy du Fou, bénévolat qui aurait permis d'abonder jusqu'à hauteur de 100 millions d'euros les réfections, entre autres, de l'aile François Ier dont on va parler pour le château de Chambord, refusé pour des raisons, à mon avis, surtout idéologiques, parce que c'est le Puy du Fou, et qu'on n'en veut pas. Alors, vous allez me dire, ils ont refusé aussi, en sens inverse, un spectacle que proposait de faire aussi Boucheron du Collège de France, qui est à l'origine de la cérémonie des JO 2024. On aura au moins échappé à ça, mais en même temps, c'est d'une grande hypocrisie de la part des responsables, puisque vous imaginez bien qu'avec Boucheron, on risquait pas d'avoir un spectacle gratuit. Il eût fallu payer, évidemment. Boucheron, c'est un pique-assiette subventionné, pique-assiette du système, qui n'aurait pas accepté une seconde de faire ça gratuitement. Il aurait fallu le payer, lui et les siens, comme nous ont coûté une fortune ces délires sataniques, orgiaques, dégueulasses, tout pourris des cérémonies, des JO, ouverture comme fermeture. Donc, voilà, c'est pas mettre sur le même plan une organisation qui propose 100 millions d'euros avec l'extrême gauche haineuse, LGBT woke, de Boucheron et consorts, c'est quand même fort de café. C'est ce que prétendent en tout cas les médias, qui expliquent que voilà, ils veulent quelque chose de neutre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose de neutre? Voilà. Bon, vous allez voir un peu les arguments bidons qui sont développés sur donc le Puy du Fou qui est rejeté. On rejette. C'est vrai qu'on a tellement d'argent pour le patrimoine français. On a tellement, alors que tout est en décrépitude. On va attendre peut-être que le château brûle pour se rendre compte qu'il faudrait faire quelque chose. Le patrimoine français est dans un état lamentable. Lamentable. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est vrai, 100 millions d'euros. Oh mais non, quelle vulgarité! Un récit sur le château de Chambord, non, un roman, c'est un récit. Très bien. Mais par contre, voilà, ce sont des gens qui réagissent comme ça parce que c'est un partenariat avec l'État qui propose, mais ce sont eux-mêmes de toute façon, voilà, un partenariat avec l'État, c'est-à-dire un partenariat avec le contribuable qui va payer. Ces gens étaient toujours habitués à avoir le pognon du contribuable, qui n'est pas le pognon de l'État. L'État, rien ne leur appartient. Et la ministre de la Culture, ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas celui de Macron non plus, ni celui du Premier ministre, ni d'aucun des ministres. C'est le nôtre. Et donc, c'est vrai que on n'a que ça à faire, jeter l'argent par les fenêtres. Quoique, honnêtement, je préférerais que l'argent aille à la réfection de notre patrimoine qu'à certaines dépenses qui peuvent être effectuées, de nombreuses dépenses qui peuvent être effectuées par l'État en ce moment, enfin depuis longtemps déjà. Et l'argent, entre autres, donné à l'Ukraine, l'argent pour notre armement, où on réarme uniquement pour aller mieux le donner, se déshabiller et le donner ensuite aux ukro-nazis et aux ukro-mafieux surtout. Et donc, de l'argent qui est volé immédiatement, voilà à quoi sert notre argent. C'est vrai que je préférerais qu'il aille à la réfection des châteaux, à la limite, si avec ça. Mais si en plus on peut gagner de l'argent avec le Puy du Fou, pourquoi ne pas le faire? Eh bien oui, comme je l'ai lu là dans le chat, ils préfèrent les vitraux satanistes. Ils préfèrent financer à hauteur de 4 millions d'euros Claire Tabouret et ces vitraux de la honte, vitraux qui seront installés finalement en décembre. Ils ont perdu plus de 6 mois, ils devaient le faire au moment de la Pentecôte. Mais c'est pas prêt, puisqu'elle a fait d'abord une exposition de peinture avec les futurs vitraux au Grand Palais, Tabouret. Et donc, on va revenir dans la deuxième partie, si vous le voulez bien, de cette actualité, justement, sur ces vitraux. Pourquoi? Parce que, il y a du nouveau. Le pandémonium s'enrichit de nouveaux personnages qui montrent bien. Il y a
une école d'art d'art décoratif qui s'est penchée sur un certain nombre de personnages tels qu'ils étaient peints par Claire Tabouret. Et on retrouve encore des satanistes, on retrouve encore des tueurs en série. Il y a une adoration du mal, une adoration du crime chez Claire Tabouret, ainsi que chez son mari. On va en parler aussi de son mari ce midi. Dans l'actualité, celui-là, il a l'air pas mal non plus dans le genre. Donc, on parlera des deux, du couple infernal qui nous vaut les pires vitraux qu'on pouvait imaginer. C'est un vrai scandale. Il faut que l'archevêché, il faut que les prêtres de France se réveillent et interdisent cette profanation, une de plus, de Notre-Dame de Paris, voulue par les Macron, voulu par Emmanuel Macron et par Jean-Brigitte Macron. Ce sont eux qui sont derrière, malgré l'ensemble des commissions qui ont dit non, on garde les grisailles de Viollet-le-Duc. Donc on va y revenir parce que voilà, il y a du nouveau aussi qui permet de démontrer plus encore l'infamie de ces vitraux. Donc on en parlera, si vous le voulez bien, en cours d'émission, en deuxième partie. Mais on va commencer par le volet Chambord. Auparavant, je vous rappelle la revue Géopolitique profonde, le mois de juin 2026, la revue confidentielle numéro 36, Projet Gaïa, le déclin terminal de l'Europe. Article sur l'OTAN, l'Union européenne, la Chine, même la physique quantique, avec Sophie Lefise, qui nous fait un article sur ce sujet. Voilà, donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre et vous abonner si vous le souhaitez à cette revue, ou en tout cas une semaine de gratuité, version papier comme numérique. Vous accédez à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Voilà, on rappelle les livres aussi. Ce n'est pas qu'une revue Géopolitique profonde, c'est maintenant une maison d'édition. Et après le livre de Laurent Ozon, donc sur les néoconservateurs, vous avez Claude Meunier-Berthelot sur l'école totalitaire de la République. Et puis vous avez maintenant un livre sur Mariupol de Sylvain Ferreira que je recevrai vendredi en plateau, justement sur son livre, avec d'autres invités, et samedi en interview aussi, justement sur son livre. On fait une large promotion de Sylvain Ferreira, qui est un collaborateur, qui écrit d'ailleurs dans la revue Géopolitique profonde un article ce mois-ci sur la stratégie militaire chinoise au mois de juin 2026. Allez, on fera les produits dérivés à la fin de l'émission, si vous le voulez bien. Donc, le Puy du Fou est recalé. Le Puy du Fou a proposé son aide pour participer à la restauration du château de Chambord. Une proposition qui n'aurait pas abouti, selon Nicolas de Villiers, le responsable du château de Chambord. En parallèle, le domaine alerte sur l'état préoccupant d'une partie du monument. On va déjà regarder un petit peu ce qui se passe sur le monument en question au château de Chambord. Donc, vous avez l'aile François Ier, plusieurs zones en tout cas de cette aile François Ier qui présentent des signes de fragilité structurelle. Selon un reportage diffusé par France Télévisions, le vaste chantier de restauration est estimé à 37 millions d'euros. Donc les 100 millions du Puy du Fou couvraient largement et permettaient peut-être la réfection d'autres beaux châteaux de la Loire, par exemple, car ça ne serait pas non plus du luxe. Le Puy du Fou avait proposé, on va le voir, ce partenariat. Donc l'état du château inquiète les équipes chargées de sa conservation. Certaines poutres anciennes seraient fragilisées par l'humidité et par les insectes. Il y a eu des épisodes successifs de crues et de sécheresse qui compliqueraient également la situation des fondations. Fondations du château de Chambord qui sont construites sur un terrain marécageux. Donc les terrains marécageux, évidemment, ça prend l'eau très rapidement. Ça crée des mouvements de terrain et évidemment ça crée de la fissure dans les murs, ça fragilise les charpentes
Et donc, avec la fragilisation des charpentes, eh bien, il y a un risque. Ces charpentes magnifiques, extrêmement astucieusement construites à l'époque, et qui aujourd'hui, eh bien, montrent quand même, au bout des siècles, une usure. Plusieurs années de travaux, puisque la réouverture complète de l'aile François Ier n'est pas envisagée avant 2032, dans 6 ans. Voilà. Donc, c'est pas demain que ça va se... Donc on aurait très bien pu faire des spectacles d'ici là, ça n'aurait nui en rien puisqu'il allait fermer cette aile François Ier pendant le temps de travaux très longs. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur, je dirais, ce qui est le rejet par eh bien, le château lui-même, l'administration du château, de la proposition. Donc une proposition autour de 27 millions d'euros pour justement, c'est la somme dont aurait besoin. Hein, je vous disais, on est sur des chiffres qui varient d'une source à une autre, mais on est entre 27 et 37 millions d'euros. Hein, il n'y a rien que 10 millions d'euros entre les deux. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai l'impression que les responsables du château qui communiquent ne savent même pas combien ça risque de coûter. Donc tout ça pour sauver l'aile Renaissance, dite aile François Ier, voilà. Donc 10 millions d'euros nécessaires aussi, c'est pour ça qu'on arrive aux 37 millions dont je vous parlais, au projet de création d'un centre intellectuel consacré à la Renaissance. Donc en fait, c'est 27 millions de travaux plus 10 millions pour un centre intellectuel consacré à la Renaissance. Alors j'imagine l'idéologie qu'il y a derrière la Renaissance, ce qu'on va nous dire sur la Renaissance classique. Hein. Mais non, là, c'est neutre, c'est la laïcité. Hein. Mon œil, tiens, ça va être la laïcité. Moi, j'y crois pas une seconde, justement. Donc, Pierre Dubreuil, on va être dans le politiquement correct, habituel sur la Renaissance, vous pouvez en être sûr. Ça m'étonnerait qu'on parle de la Renaissance, si c'est peut-être pour battre d'un coup. On peut dire, ah oui, mais elle ne vient pas de nous, cette Renaissance, sans un tel ou un tel, sans tel ou tel mouvement culturel ou tel espace civilisationnel. On n'aurait pas eu la Renaissance, enfin les classiques, vous savez, dont on nous rabat ou rebat, c'est comme vous voulez, les oreilles. J'ai vu qu'il y avait une polémique sur le sujet dans le chat l'autre jour. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Nicolas de Villiers ? Il dit la chose suivante. Nous avons démontré à travers le succès du Puy du Fou, puisqu'il fait une proposition qui accueille 3 millions de visiteurs par an et réalise 300 millions de chiffre d'affaires, notre capacité à concevoir et à développer sans la moindre subvention publique et en partant de rien un modèle qui mérite d'être regardé. Si on nous autorisait, dans le cadre d'une délégation de service public, à offrir nos services à Chambord, eh bien, nous serions en mesure de mobiliser une centaine de millions d'euros, soit bien plus que les sommes actuellement recherchées autour d'un projet mobilisateur qui permettrait de regarder l'avenir avec confiance. Donc voilà un projet qui aurait dû intéresser le ministère, hein, au minimum, le château, mais aussi le ministère. Mais aussi, alors chacun répondra à sa façon, ils n'ont pas répondu de la même façon. Le ministère, parce que c'est à lui qu'on va demander du pognon, et puis la direction du château, parce que c'est eux qui ont besoin de pognon. Donc si on leur propose 100 millions, enfin vous imaginez, vous avez besoin de 37 millions, on vous en propose 100 ? Ah non. Ah non. Mais c'est inouï. C'est un truc de dingue. Sous quel, hein, quand je vous dis, les Boucherons et compagnie, eux, ils auraient demandé plutôt 100 millions. Ils n'auraient jamais rien donné. Les piques-assiettes, ça donne rien. Rien. Par contre, en inverse, ils réclament du pognon. Donc, au dire de Villiers, son idée aurait été plutôt favorablement accueillie au début, dans un premier temps. Donc, le fameux Pierre Dubreuil, là, du château de Chambord, a reconnu que le projet pouvait avoir du sens. D'après toujours Nicolas de Villiers, au cabinet de Péjard, la ministre Catherine Péjard, on m'a assuré qu'on allait en parler. Vous savez, Catherine Péjard, la copine d'Epstein, là, qui se fait prendre en photo au château de Versailles avec Epstein. Donc elle, pareil, elle privatise, hein, pour Epstein le château de Versailles. Donc c'est une spécialiste des châteaux, hein, la Péjard. Et un ministre de la Culture, une obligée, une porte-coton, une amie personnelle des Macron. Eh oui, de Jean-Brigitte et de Manu, voilà, une amie personnelle. Alors, tout comme l'était la Dati, hein, Dati, c'était surtout avec Jean-Brigitte que ça se trémoussait à la fête de la musique, mais maintenant qu'elle est partie battue à la mairie de Paris, eh bien, ils ont mis
Péjard, voilà, à la place. Donc Catherine Péjard, qui avait assuré donc Nicolas de Villiers que le cabinet avait assuré qu'elle allait en parler à la ministre et probablement au président de la République. Oh là 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 là. Ouï, au présidio de la République. Voilà. Mais 10 jours plus tard, il explique, Nicolas de Villiers, on m'a rappelé, et à 1 an de la présidentielle, rien ne pouvait être lancé faute de temps. Là, j'avoue que je comprends pas. Là. Le mec, le Macron, là, il nomme pour avis, pratiquement. Elle est Amélie de Montchalin, elle est son secrétaire général de l'Élysée à la Banque de France, au Conseil d'État, un de ses porte-coton préfets d'Île-de-France, que des amis. Juste avant de se barrer, là, pour nommer des gens... Il n'y a aucun problème au Conseil constitutionnel, on les envoie et puis comme ça bloquera le successeur. Mais là, non, c'est la culture. Nous sommes à 1 an de la présidentielle. On voit l'esprit formidablement démocratique de Pégard et de Macron. On ne va pas prendre ce genre de décision. Laissons-le à notre successeur. Mais quelle tartufferie, mais quelle bande d'hypocrites, quelle bande de tartuffes, c'est incroyable, quoi. Donc voilà, on ne peut rien faire avant la présidentielle, faute de temps. Et l'État, m'a-t-on dit, alors en plus évidemment, donc Nicolas de Villiers, on lui dit, mais vous inquiétez pas, l'État a déjà libéré les crédits nécessaires, donc 37 millions, car finalement l'argent avait été trouvé. Il a été trouvé où? Sous une pierre, c'est un trésor, c'est le trésor des Templiers, des Cathares, c'est quoi? Il est où l'argent? Ils l'ont trouvé comment? Alors qu'ils sont incapables de même restaurer les églises à Paris. Et quand ils les restaurent, elles brûlent, comme Notre-Dame. Bon. Donc, voilà. Sans avoir lancé quoi que ce soit, nous avions déjà sauvé Chambord. L'argent était trouvé, et ironise le patron du Puy du Fou. Donc il a été contacté par le Figaro Magazine et Pierre Dubreuil explique pourtant que sur les 37 millions dont il a besoin, seulement 12 millions d'euros ont été réunis à ce jour, dont 6 millions d'euros provenant des concours de l'État. Donc allez hop, 6 millions, c'est rien à côté des 90 milliards pour Zelensky, enfin nous on en donne une vingtaine. 6 millions, voilà, très généreux l'État, 6 sur 37. On est loin du compte. Voilà. Donc ils en auraient 12. Donc ils n'ont pas les sous. Mais c'est pas grave, on ne veut, semble-t-il, pas que ce soit le Puy du Fou. Donc Nicolas de Villiers avoue ne pas comprendre ce revirement et encore moins l'argument consistant à invoquer le manque de temps. En 12 mois, nous savons parfaitement monter un projet cohérent. Voilà, ma seule motivation est de sauver un élément majeur du patrimoine français. Nous n'avons absolument pas besoin de Chambord pour gagner de l'argent, explique Nicolas de Villiers. Donc on peut parler de l'âme de Chambord, l'histoire dans un lieu aussi emblématique que Chambord doit être racontée. Voilà ce qu'explique Dubreuil comme un récit et non comme un roman. Voilà, Dubreuil comme le loup sort du bois pour dire que finalement il n'était pas d'accord pour que ce soit le Puy du Fou, avec des arguments intellectuellement assez prétentieux et pompeux. Donc voilà, l'histoire, ce lieu emblématique a besoin d'un récit et non d'un roman. Et il se méfie des projections que certains font sur l'établissement public dont ils ont la responsabilité. Voilà, donc c'est en tant qu'historien à l'état pur. Donc il va renoncer à 100 millions d'euros et à la restauration de l'aile François pour uniquement cette raison que finalement il y aurait une tentation de faire un roman. Mais enfin c'est un spectacle qui apporte de l'argent. Après le lieu de mémoire, le lieu historique charge aux historiens de le faire vivre. Comme si l'un était incompatible avec l'autre. Comme si, alors ça veut dire qu'il ne faut pas faire de projection, par exemple à Chartres, il faut pas faire de projection son et lumière. Nulle part, il ne faut jamais rien faire. Puisque c'est des romans, ce n'est que ça. Ou des contre-romans. Les JO 2024, le cérémonie, c'est un contre-roman historique qui débute avec la décapitation de la reine et qui se termine dans la dégueulasserie absolue de la fausse scène avec des femmes à barbe, avec tout ça là. Là c'est un contre-roman. C'est le contre-roman de Boucheron. Donc là, ça pose aucun problème.
Et là, c'est avec l'argent de l'État. Par contre, quand on est à Chambord, non, ça va pas. Et pourquoi donc? C'est un hypocrite, c'est tout. Alors bon, peut-être qu'il a reçu des ordres, hein. C'est bien que de toute façon, quand on dit qu'il contractualise avec l'État, c'est l'État. Ces gens-là ne vivent que de l'État. En France, de toute façon, ce n'est que ça. Ils ne vivent que de l'État. Et comme l'État n'a plus de fric, eh ben, il n'y a plus de réflexion. Tout simplement. Ou alors, on met de la pub, un petit peu comme l'église de la Trinité qui a enfin retrouvé son lustre dans le temps. Il en a fallu des années à balancer du Balenciaga et du je ne sais quoi avec des immenses publicités pour bien dégueulasser l'église de la Trinité. Ça, je crois qu'elle a dû prendre son pied, Hidalgo, à cette époque. Ça y est, maintenant, c'est enfin barré. Enfin, on voit, ils ont tout fait pour avilir l'église. Donc, à Chambord, ils ont qu'à aussi mettre du pédo-porno de luxe ou des choses comme ça, vous savez. Hein, ça, ils sont forts dans le milieu du luxe pour aller dans ce sens-là. Voilà, donc voilà les préventions de Pierre Dubreuil. Alors, une mise au point qui vaut, donc là, encore une fois, l'hypocrisie de mettre en balance donc un autre projet extrêmement évidemment woke, hein, qui n'est pas celui du Puy du Fou, projet qui était porté par le metteur en scène Mohamed El Khatib et l'historien Patrick Boucheron, concepteur du spectacle d'ouverture des JO 2024. Donc le directeur du domaine national de Chambord, estimant que son château ne devait en aucun cas être l'otage d'un discours militant et refusant une vision hémiplégique de l'histoire, eh bien, avait déprogrammé le spectacle qu'ils avaient imaginé pour 2027. Je suis très attaché à la neutralité du service public, glisse ce haut fonctionnaire. Donc, une manière de rappeler que même à court d'argent, Chambord ne veut prendre aucun risque. Alors, ce qui est vrai, en tout cas, on lui suit gré qu'il ait déprogrammé cette saloperie qui était certainement en train de préparer le metteur en scène et le Boucheron. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire et tous les discours qu'a pu tenir Boucheron, justement, en crachant toujours sur l'histoire de France et la civilisation française. Donc, écoutez, voilà sur cette première partie d'émission où on en est. On propose bénévolement, ou en tout cas de générer de l'argent par des spectacles à Chambord, 100 millions d'euros pour les 37 millions nécessaires, 27 de travaux et 10 millions pour un nouveau centre Renaissance. Voilà. Hein. Et donc, ils le refusent et ils avouent qu'ils n'ont que misérablement pour le moment que 12 millions sur les 37, sachant que l'État a donné sa part et que sa part, ça sera 6 millions, qu'il va donc falloir trouver encore de 37 à 12. Si vous savez compter comme moi, il reste 25 millions à trouver, c'est-à-dire les 2/3 de la somme n'ont toujours pas été trouvés. Voilà. Pas mal. Hein. Bon. Donc, le projet en est là et voilà, on y retrouve tout à fait la France dans toute sa splendeur. Je pense que pour sa salle de bal, Trump aurait été content d'avoir ce genre d'événement, justement lui permettant de récolter de l'argent. Mais on n'est pas aux États-Unis, on est en France. Et c'est à l'État, et en fait donc à nous, aux contribuables, à Nicolas, comme on dit, c'est Nicolas qui paye, de régler l'addition. Et comme l'État n'a pas les moyens, eh bien, tout tombe en décrépitude, tout brûle, tout se casse la gueule, tout menace ruine. C'est l'état du patrimoine français. On rappelle que 90% du patrimoine français est un patrimoine religieux et que 90% du patrimoine européen est un patrimoine français. C'est-à-dire que le patrimoine, il est beaucoup en France. Il est religieux, bien sûr, mais il est aussi les châteaux tels que les magnifiques châteaux de la Loire, dont le château de Chambord. Mais c'est par raison idéologique qu'ils ont refusé l'aide pourtant précieuse du Puy du Fou.